Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Aujourd'hui, on reprend nos bonnes habitudes. C'est l'hiver, donc on va faire du ski et je vous emmène à la rencontre d'un athlète d'exception, champion du monde de ski freeride. Il traverse l'Atlantique en bateau. Bref, un baroudeur de l'extrême. Cet athlète, c'est Aurélien Ducrot et on le retrouve tout de suite après le générique. On est en bas des Grands Montets, et c'est un début de saison hallucinant, et il y a beaucoup de neige, c'est assez rare, et donc on attend que les remontées ouvrent. Il a neigé une 20-25 cm cette nuit, donc ils sont en train de sécuriser le domaine. Voilà, donc on boit un petit café au marmotton en attendant l'ouverture. C'est rare, ouais. Enfin, ça fait en tout cas 5 ans qu'il n'y a pas eu autant de neige, donc ça fait du bien. Tu démarres, Noël va être blanc, Père Noël va pouvoir venir en traîneau, tu vois, c'est pas mal. Il y a plein de choses qui comptent, quoi. Alors moi je suis en train de tourner un sujet pour MB Live, qui est une chaîne spécialisée montagne qui vient d'ouvrir, et on fait un sujet sur le développement du ski d'Aurélien pour Movement. Déjà humainement quelqu'un de très sympathique, donc ça change quand même pas mal des choses. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens très peu sympathiques en montagne, mais c'est déjà la première chose. Il a été plusieurs fois champion du monde de freeride. Il a un double cursus qui est assez intéressant, parce que c'est pas que ski, c'est ski et océan. Et voilà, c'est en ça que c'est intéressant. Et le fait de développer un ski, c'est quelque chose qui m'intéresse. On en discutait tout à l'heure. Je crois que la première fois que j'ai interviewé Aurélien, c'était en 2008 ou 2009 sur une coupe du monde de freeride. De mémoire, de l'autre côté de la vallée, côté italien, Croix-Maierne. Ça va, toujours au niveau? Là, on va voir ça. On va voir si on arrive à le suivre surtout. Les conditions sont dingues. Là, il vient de neiger 20-25 cm cette nuit. Alors par contre, il y a eu pas mal de vent aussi. Donc on voit que sur le haut, il y a eu plusieurs départs d'avalanche, de plaques. Donc il faut rester prudent. Mais par contre, c'est un début de saison complètement dingue, quoi. On avait rarement eu autant de neige à cette époque-là. Et voilà, qui dit grosse quantité de neige, dit gros risque d'avalanche également. Donc il va quand même falloir faire un petit peu gaffe et rester un peu planqué sur les crêtes, dans la forêt. Pour pas trop risquer, on va dire. Elle est incroyable, vraiment on a des conditions cette année qui sont juste dingues. Et c'est marrant, ça a fait une transition assez brutale entre la voile et boum. Dès que je suis rentré, il y avait tout de suite 1 mètre de neige, donc c'est juste magique. La dernière fois que je suis venu à Chamonix, c'était pour le Freeride World Tour l'année dernière. Ouais, Et justement, l'étape avait été annulée par manque de neige. exactement. Je me rends compte que ça a rien à voir en termes de... Non, c'est dingue. Et puis il y a beaucoup de neige. 2, elle est arrivée très tôt, parce que dès début décembre, c'était déjà gavé. Ça a l'air de ressembler à de la Formule 1 en fait. Il change une partie du noyau, il change une partie des fibres qui recouvrent le talon. Et voilà, et après Aurélien retranscrit ses sensations aux fabricants. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir comment connaître le processus de fabrication d'un ski. Comment Aurélien intervient et comment il travaille avec la marque. Alors là, c'est 2 noyaux différents. C'est exactement les mêmes, même longueur, même largeur, même dessin. Et juste, il y a l'intérieur du ski est construit de manière complètement différente. Alors j'ai un modèle que je connais par cœur, sur lequel vraiment j'ai des très bonnes sensations, qui est vraiment le ski que j'ai développé, que j'aime, qui est validé et qui marche très bien. Et le deuxième qui est voilà, une évolution de ça. Et qui s'appliquera demain peut-être sur ce ski, mais peut-être sur d'autres skis aussi. Enfin, tu vois, c'est pas le. Voilà, c'est. Donc il y a un prototype en fait. Voilà, c'est un prototype.
Et donc c'est rigolo. Et je le teste sur ce ski-là parce que c'est celui que je skie le plus. Et sur lequel, enfin voilà, je le connais vraiment par cœur, donc c'est plus simple pour moi de retrouver tout de suite les sensations si ça va, si ça va pas. Pour développer celui-là, le Go 109, j'ai fait 4 prototypes, donc 4 noyaux différents. J'ai travaillé sur un que j'ai validé en disant c'est de là qu'il faut qu'on travaille. Et là j'ai refait deux skis, 2 protos complets avant d'arriver au truc parfait. Alors on fait une petite pause dans nos folles descentes en poudreuse avec mon coach personnel Aurélien ici présent. D'abord merci pour les bons conseils. Avec plaisir. Aurélien, tu sais, tu es ce qu'on appelle un retraité. Ouais. Tu es quand même un retraité hyper actif, non? Oui, carrément, je suis un retraité de la compétition au final, mais pas du freeride parce que comme je dis souvent, je skie beaucoup plus maintenant au final que quand je faisais de la compétition. Parce que quand tu fais de la compétition, tu as les entraînements physiques, mais tu fais attention, tu skis pas n'importe quand non plus, parce qu'il faut pas que tu te blesses, parce que tu as des rendez-vous, puis tu te reposes et ainsi de suite. Alors qu'au final, maintenant, je skie pour filmer, pour développer le matos, pour moi. Et je skie, je pense, une trentaine de journées en plus que les hivers où je courais, quoi. Et justement, en ski, alors on l'a vu, tu développes des skis. Comment ça s'est passé cette reconversion? Comment tu es rentré là-dedans? Écoute, ça s'est fait en fait, c'est eux qui m'ont appelé. Moi, j'ai eu pendant très très longtemps le même partenaire avec qui j'ai fait l'ensemble de ma carrière. Et puis l'année dernière, Mohamed m'a contacté et en me proposant un peu cette mission, bien sûr de rester rider ambassadeur, mais en me donnant la casquette de recherche et développement pour les aider à redévelopper le ski freeride chez eux et essayer de trouver des nouveautés. Et en fait, le projet m'a éclaté. Je n'avais pas une seconde pensé changer de partenaire ou changer de ski. Mais tout ça m'a dit tiens, il y a peut-être un nouveau truc à faire. Et puis ça me reboostait aussi, c'était un peu un nouveau challenge aussi pour moi, un peu en fin de carrière de compétition, de dire tiens, je rebondis sur une nouvelle chose et au final je m'éclate à faire ça. C'est un truc aussi qu'on voit chez d'autres riders freeride. Il y a Julien Régnier aussi qui fait ça. C'est-à-dire on sent que c'est aussi une expertise qui est assez rare et qui est très recherchée et qui a encore énormément de développement à faire, peut-être plus que dans les skis de piste qui font partie de l'industrie depuis tellement longtemps. En freeride, il y a peut-être tout à inventer encore. Ouais, mais je pense que sur le petit piste aussi, mais effectivement, Julien Régnier avec Black Crow, lui, a fait ça depuis quelques années aussi. Moi, je me retrouve là-dedans. Et non, je pense que c'est pas mal parce qu'au final, tu passes vachement de temps et c'est marrant, je pense que ça prend beaucoup de temps parce que développer un ski, déjà comprendre le ski, exactement comment ça fonctionne, retranscrire ses sensations pour savoir qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir entre guillemets ce qu'on espère avoir, ça prend pas mal de temps, mais c'est un job qui est passionnant et je pense voilà, un mec comme Julien qui est passionné de ski, ce rôle lui va vachement bien. Et moi, ce que j'ai toujours aimé dans la compétition, dans tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours, ce qui m'éclatait, c'est que c'était la progression. J'apprenais toujours, d'année en année. Et au final, là, je me retrouve, je fais plus de compétition. J'avais un peu peur de ça, de dire, si je m'arrête, je m'entraîne un peu moins, je vais régresser. Non, parce qu'au final, là, j'apprends de nouvelles choses, je développe de nouvelles compétences. Et ça, c'est intéressant. En plus donc de cette partie de ski, de développement de ski, tu skis toujours. Il y a la web-série. Ouais, il y a la web-série, il y a Shamline. Shamline, ça fait 4 ans maintenant. C'est une web-série que j'ai développée ici à Chamonix. L'idée, c'était faire un petit peu des topos vidéo d'itinéraires freeride. On a la chance d'habiter dans une vallée qui est incroyable, qui regorge de lignes et de choses incroyables. Et voilà, ça fait 4 ans que ça dure. Ça va être la 5e saison cette année. Cette web-série, ça doit te changer des tournages que tu faisais quand tu étais actif, c'est-à-dire grosse équipe. Ouais. 2 semaines, 3 semaines au bout du monde à attendre. Là, tu es chez toi, tranquille. Exactement. Dès que les conditions sont bonnes, tu appelles les potes et tu traces. Voilà, exactement. L'idée, c'est d'être en version très très light. C'est nous qui nous auto-filmons, entre guillemets. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le matos a développé. Donc, on arrive à faire des belles images par nous-mêmes. On a le drone dans le sac. Donc on fait un peu tout par nous-mêmes. Il y a toujours quand même une caméra extérieure, histoire d'avoir des belles vues. Mais c'est vrai que c'est un format hyper light et c'est plus un format de ski de tous les jours que tu pourrais presque faire toi-même, quoi. 2 titres de champion du monde freeride en 2009 et 2011. Tu prends ta retraite en 2013. Ouais. Tu avais gagné 3 fois l'Extrême Verbier. Oui. Et en 2015, tu retournes faire un petit coucou au Freeride World Tour. Et bam, tu ouvres la piste et tu gagnes. Ouais, c'était assez incroyable. Ouf, j'ai arrêté en 2013 et puis le Freeride World Tour m'a invité pour les 20 ans de l'Extrême qui était en 2015. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais pas couru et je me suis retrouvé au départ à Verbier. En plus au tirage au sort, forcément, je tire le dossard 1 qui est quand même le seul dossard que tu veux pas.
Tu veux pas le dernier, tu veux pas l'un, et encore tu préfères le dernier. Et donc c'était un peu raide, et au final ça s'est extrêmement bien terminé parce que j'ai ouvert une nouvelle ligne qui avait jamais été faite à Verbier, et je gagne la course. Donc ouais, c'était une manière de terminer la carrière qui était dingue, une dernière victoire, une 4e victoire à Verbier. Donc c'était un sacré moment, quoi. Ça, c'était ton dernier retour, ou tu dis qu'un jour peut-être tu reprends Oh la non, compète, je pense que c'est mon dernier retour. Ouais. Enfin, Ouais, non, c'est- enfin, la compète, tu l'as reprise, mais pas sur des skis. Effectivement, non, bien sûr. La C'est compète, dans le même élément, mais dans un Exactement, état mais- un peu différent. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Ouais. Donc, en attendant, on prend les skis, on descend, on fait la course. Ça marche. Une demi-heure d'avance, peut-être. Ouais, ça marche, ok. Je vais boire un café, moi. Prends-en 2. Et on se retrouve en bas. Ça marche. Et nous voici redescendus à Chamonix. Alors, spoiler alerte, je suis pas arrivé premier. Voilà, ça reste entre nous. J'étais pas loin derrière, mais t'as beaucoup attendu. Donc, je sais pas exactement comment on peut juger ma performance. Ah, ta performance était parfaite. Le but, c'était plaisant de skier ensemble, et tu t'es amusé. Ouais, c'était parfait. Le ski, c'est une chose. Ouais. C'est de l'eau sous forme Solide. C'est ça, Et il y a aussi, quand ça fond, l'eau sous forme liquide. exactement. Et ça m'amène de façon très subtile à ta nouvelle activité du moment, qui est d'être marin. Ouais. Alors bon, tu serais breton, tu vois. Bon, Oui, non, tu bien sûr, vois, non, tu c'est vis à sûr, Chamonix, tu fais du ski, c'est normal, t'es breton, t'es marin. Tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui fait que un skieur ultra intégré dans l'écosystème de la montagne se retrouve à faire du bateau et de la course au large? Écoute, c'est complètement par hasard, c'est le hasard des rencontres. On m'a proposé en 2007 d'être parrain d'un bateau. Alors à l'époque, j'avais jamais mis les pieds sur un bateau. La course au large, je voyais plus ou moins ce que c'était, mais vraiment, j'y connaissais rien. Et en fait, j'étais parrain d'un certain Adrien Hardy qui préparait la Mini Transat. La Mini Transat, c'est un peu l'école de la course au large. C'est les petits bateaux de 6,50 m. Et c'est une transatlantique en solitaire et sans communication du tout. Donc il n'y a même pas de téléphone satellite à bord, il n'y a pas d'ordinateur, c'est la carte en papier. Et donc je me suis intéressé à son projet, c'était quelqu'un d'hyper intéressant. J'ai suivi pendant 2 ans en fait, la progression et puis forcément cette transatlantique. Et bizarrement ça m'a passionné. Et à la fin, lui qui sentait que, voilà, que ça m'intéressait beaucoup, tu vois, je sais pas trop dire comment, il m'a dit... mais tu devrais acheter un bateau et tenter si ça te plaît. Et alors, j'ai gagné le championnat du monde en 2009 de ski. Et avec la prime, j'ai acheté un bateau. Voilà. Logique. Truc Absolument hyper logique. logique. J'étais en train de construire ma maison, je venais d'avoir mon fils. Bon, bref. On a des Mon priorités. premier. Hein. Ouais, voilà. Un peu le craquage. Tu dirais que lire une carte, c'est l'équivalent de déchiffrer une Exactement. face. Et j'ai préparé mes navigations. À l'époque, c'est Sébastien Josse que j'avais rencontré qui m'a aidé à préparer la nave. Et c'est lui qui m'a fait un peu réaliser. Il m'a dit: tu vas préparer ta nave comme tu prépares l'extrême de Verbier. Là, il y a un caillou, ok, est-ce que je peux passer? Là, il y a du courant, est-ce que ça passe? Ou comment passer? Et j'ai vraiment travaillé comme ça, en appliquant, entre guillemets, ce que je savais, quoi, vers ce milieu-là. Ça a fonctionné, j'ai pris vachement de plaisir, et donc derrière, je dis, bah voilà, il faut que je continue là-dedans, parce que en plus de ça, les agendas fonctionnent à peu près. Là, ta plus récente actualité en termes de voile, c'était la Transat Jacques Vabre, Vabre, ouais. qui t'a fait partir du Havre pour arriver au Brésil. Il se trouve que Exactement. j'ai eu la chance de faire un petit bout de cette aventure, c'est-à-dire grosso modo de Brest au Havre. Voilà. Donc voilà, c'est 24 heures de traversée, qui ont duré 3 jours à peu près. Ouais, c'était ça. Bah ouais, forcément, Voilà. la mer, tu sais, quand tu pars, tu sais jamais quand tu arrives. C'est un peu le truc. Et c'est vrai que quand on était ensemble, il y avait du vent au début, puis plus du tout de vent, donc fini au moteur. Donc c'était pas le convoyage des Ah, mais rêves. comme ça, on a pu apprendre à se Et, connaître, voilà, à partager exactement. des repas On y a lyophilisés. passé un peu de temps. Et du coup, on va se regarder ça tout de suite, voir un peu ce que ça a donné. Et puis, on va revenir justement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse transat.
Éric Loiseau, qui est un ancien navigateur qui est devenu alpiniste, organise chaque année un trophée mer montagne. Et le principe, c'est que pendant 4 jours, on fait des épreuves, toutes sortes d'épreuves. Ça va du ski d'alpinisme au ski alpin, du biathlon, enfin bref. Et on est en binôme, un marin, un montagnard. On a rencontré, nous marins, pas mal de montagnards comme ça. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Aurélien. Puis ce printemps, il m'a appelé début juin, là je partais au Spitzberg, j'étais au Spitzberg, je sais plus. Et il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu as toujours voilà, le projet Vendée et tout Je dis, bah oui, clairement. Elle me dit, bah si ça te dit, on peut se faire la Jacques Vabre ensemble. Et voilà, j'étais comme un dingue quoi, parce que c'est des petits milieux, il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y a que 10 bateaux qui sont au départ de la Jacques Vabre, ça veut dire qu'il y a 20 marins, donc c'est très très peu, et voilà, voilà qu'il ait eu l'idée, et enfin, voilà, de penser à moi, c'est canon, parce qu'au-delà que ce soit cool de retourner faire du large et de faire une transat, dans mon projet futur, c'est hyper important quoi. Avec Aurélien, on a fait pas mal de choses en montagne. J'avais un petit peu l'idée de pouvoir me venger sur tout ce qui m'a fait subir tout ce qui m'a fait subir sur la neige. Et puis c'est aussi un bon marin parce qu'il s'est mis à la voile il y a quelques années, mais il progresse assez vite. Donc voilà, tout ça faisait que ça me paraissait être la bonne personne. Difficile de naviguer sur ces genres de bateaux, il n'y en a pas beaucoup. Les bateaux, on appelle ça des IMOCA, c'est des bateaux de 60 pieds, c'est les bateaux qui font le Vendée Globe. Et donc voilà, faire la Jacques Vabre, je l'avais faite en 2013, mais sur un 40 pieds. Et là, c'était vraiment une chance de pouvoir gagner en expérience sur ce genre de bateau, parce que le jour où je vais enfin réussir à vendre mon projet, on va se retrouver sur la machine. Donc c'est sûr que je pense que je serai un peu plus serein en ayant déjà fait une transat avant. Et voilà, et aux côtés de Romain qui connaît son bateau par cœur, et il a fait le Vendée Globe avec. Donc c'est canon, tu es toujours un peu touchy sur le bateau, parce que toi tu connais pas par cœur, tu découvres beaucoup de choses. C'est un sujet délicat en tout cas dans la course au large, ça, les courses en double, savoir avec qui on part. C'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. C'est arrivé certaines courses que ça se passe très très mal. Il y a une mini transat mémorable où il y a eu un des coéquipiers a appelé le bateau assistance parce que son copain était blessé, et quand ils sont arrivés sur place, le gars avait 8 coups de couteau. Et ouais, l'ambiance avait mal tourné, c'était monté petit petit, puis on est dans un espace clos, voilà, on peut pas en sortir. Et donc quand on commence à s'énerver, au bout d'un moment, le moindre petit truc devient à prendre des proportions énormes. Donc ouais, faut faire attention à ça. On sait tous les deux qu'il faut faire attention à ça. Ça, c'était la transat du Le touriste, départ. la mienne. Ouais. Comment ça s'est passé avec Romain sur cette traversée un peu folle? Non, ça s'est extrêmement bien passé. Donc moi j'étais co-skipper de Romain. Le bateau, c'est le bateau de Romain avec lequel il a fait le Vendée Globe. C'est un très vieux bateau. C'était le bateau le plus vieux de la flotte, de toute la flotte, de plus de 10 ans. Donc l'ancien bateau, c'est un bateau qui a une histoire incroyable, qui a fait 6 tours du monde, mais qui aujourd'hui niveau performance est un petit peu à la rue. Donc on n'était pas là pour faire une performance, on était là pour faire une belle transat, bien naviguer. Moi c'était ma première expérience en IMOCA. L'IMOCA c'est ce genre de bateau, donc c'est les bateaux qui font le Vendée Globe, c'est 60 pieds, c'est des gros bateaux qui sont extrêmement puissants au final. C'est assez impressionnant comme bateau. Et non, la transat c'est extrêmement bien passé entre nous deux, ça s'est hyper bien passé. On a eu un début de transat un peu chaud parce qu'on a eu pas mal d'air pendant les 3 premiers jours. On a eu bien 40 nœuds, on a dû passer un front, et donc c'était bien sport pour une petite mise en jambe de transat. Et puis derrière ça s'est mieux passé, et on était content parce que tous les routages avant de partir nous disaient qu'on terminait 4 jours derrière les premiers et 2 jours derrière les derniers quoi, tu vois. Et au final on finit à 3 heures des mecs, proche de l'avant-dernier, parce qu'on termine dernier, mais ça on le savait. Et donc non, on a bien navigué. Moi j'ai pris une expérience de dingue, et puis moi qui rêve d'être un jour au Vendée Globe, pouvoir passer du temps sur un bateau pareil, c'est extrêmement important quoi, c'est une vraie chance. Mais cela dit, toi, le vrai but de cette histoire, c'était d'apprendre, parce que Exactement. dans un coin de ta tête, il y a l'envie de faire le Vendée Globe, c'est donc faire le tour du monde à la voile en solitaire. Exactement. Et j'imagine un peu de la même manière, tu te retrouves face à une grosse face à descendre, tu es tout seul, là ça va être le même genre d'émotions et de ressources à trouver. C'est ça, ça va être un peu pareil, sauf que ça va durer 3 mois quoi. C'est qu'une descente, ça va durer 3 minutes. C'est ça. Et là, ça va durer 3 mois. Et oui, c'était ça l'idée. C'est
Bon, c'est difficile de naviguer sur le bateau, il n'y en a pas beaucoup. Et donc quand on n'a pas, c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est une vraie expérience, une vraie chance, une vraie expérience pour moi de passer du temps sur ces bateaux. Et surtout de me rendre compte, est-ce qu'au final, c'est vraiment ça que je veux, est-ce que j'en suis capable. Et ça m'a éclaté. Donc encore une fois, j'avais ça en tête. Et aujourd'hui, je l'ai plus qu'en tête. Il faut absolument... je vais tout faire pour être... au départ des Globes 2020. On va suivre ça de très près et je crois que maintenant tu dois aller parler de tes skis, c'est ça? Ouais, exactement. On a une petite soirée ici à Chamonix avec un magasin qui est partenaire et voilà, pour leur présenter un peu le ski, pour leur présenter un nouveau petit film sur le ski et voilà. Écoute, on va aller, on finit les cafés et puis on y va de ce Ça pas. marche. On présente un peu la gamme, on va présenter le petit film sur la construction de mon ski. Et puis voilà, c'est un petit quart d'heure et voilà. Tu dis mon ski. Ouais, parce que c'est mon ski, ouais. C'est moi qui l'ai fait. C'est mon ski pour les autres, pour tout le monde, pour qui veut. Voilà. C'est quoi c'est une journée de ski à gagner. Aurélien, Ah ouais, alors, j'ai pas le du ski, temps en barre moi. le bateau T'as vu la fléchette un peu? et les fléchettes. Incroyable. J'ai demandé une petite dédicace, un petit mot à Aurélien pour la classe de CE1 de l'école Marie-Paradis de Saint-Gervais, dont ma fille Lénie, 7 ans, fait partie. Parce qu'en fait, ils ont suivi la Transat Jacques Vabre. C'est ma fille qui m'en a parlé. Elle me dit, tu sais, on suit un monsieur de Chamonix qui fait aussi du bateau, tout ça. Il s'appelle Aurélien. Je fais, mais Aurélien, il fait du ski aussi, je le connais. Sur la Transat Jacques Vabre, il y a ce qu'on appelle la Transat Junior. Et donc les écoles peuvent aller sur le site de la Transat et puis choisir de suivre des équipages. Je passerai les voir au mois de janvier, là, j'ai un événement à Saint-Gervais, donc on ira leur faire un petit coucou, quoi. C'est cadeau. On a vu les fléchettes, on a vu le film, on a vu Aurélien, et ben maintenant on va peut-être retourner skier. Et voilà, magie de la télévision, on est revenu dans la neige avec Aurélien. Et qu'est-ce qu'on fait Aurélien? On fait un peu de... Ah ouais, ça s'entraîne en poudreuse encore. Un peu de poudreuse. job, quand même. Ah, c'est parti alors. Petite pause dans notre descente, histoire de continuer à vous présenter la vie très mouvementée de notre retraité de Chamonix. Donc, on a parlé du bateau. Merci pour retraiter. Retraité. Non, t'es retraité, c'est comme ça. On a parlé du ski. Ouais. On a parlé du bateau. Ouais. On a parlé des fléchettes. En tout cas, on a vu Ouais. précision fléchettes. Ouais. Mais il y a une autre actualité pour toi en ce moment. C'est le cinéma. Comme si Oui, la c'est ça. journée n'était pas assez remplie. Non, alors j'ai eu la chance de faire la doublure pour le film Tout là-haut avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Et c'est un film qui a été tourné ici, qui a été écrit ici par Serge Hazanavicius et Fanfan Stéphane Dan, avec qui je fais beaucoup de montagne, qui a coécrit le film. Et voilà, et donc il y a 2 ans maintenant, on a fait tout le tournage de ça. Et puis cet après-midi, on a l'avant-première ici à Chamonix. Donc voilà, c'était rigolo parce que c'était une nouvelle aventure il y a 2 ans, et puis aujourd'hui on fait un peu le jeu de la promo, tout ça, et c'est assez rigolo je sais pas comment dire, de se retrouver. C'est mon monde, et en même temps, pas du tout, parce que le monde du cinéma, je le découvre complètement. Et il y a toujours un risque, toujours une crainte quand un film de cinéma est tourné à la montagne. On parle du ski, enfin on a vu Ouais. beaucoup d'exemples assez foirés de gros blockbusters américains. Oui. Comment ça s'est passé là justement sur cette approche de la montagne? Écoute, je dirais la différence. Moi, j'ai fait Snowboarder à l'époque, un vieux film qui a été fait en 2003. J'avais fait les doublures et c'était une catastrophe. Et là, ce film-là, je vous rassure. Et là, pour le coup, c'est pas parce que je suis doublure loin de là, mais c'est un film qui est hyper vrai. Je sais pas comment dire. Il a été coécrit par Stéphane Dan, qui est d'ici, qui connaît la montagne par cœur. Et donc c'est un vrai film de passionné, parce que Serge Hazanavicius est un vrai passionné de la montagne également. Et au final, tu sors un film, ça pourrait être une vraie histoire, qui est extrêmement bien faite. Les jeux d'acteurs sont très bons. Vincent Elbaz dans le rôle de l'ancien rider guide est excellent. Kev aussi dans son jeune branlot qui vient pour être le meilleur. Ça fonctionne vraiment bien. Et l'histoire est cohérente, c'est vrai. C'est drôle, c'est émouvant, et tous les gens de la montagne là, qui l'ont vu, en tout cas, ont vraiment apprécié.
Donc non, je pense qu'ils ont réussi un sacré pari. Ah, puis il y a de belles séquences de ride. Ouais, il y a des très belles séquences de ride. Et juste, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est pas non plus de l'extrême extrême. C'est que ça reste quelque chose d'acceptable qui donne, qui je trouve donne hyper envie, quoi. Ouais, Voilà. complètement. Qui a doublé Kev dans les scènes de snowboard? Alors Kev, lui qui est en snowboard, donc c'est Jonathan Charlet, Doute Charlet. Voilà, donc Voilà, rien que mon ça cousin pose, Germain. Et pose moi, le j'ai fait niveau. une partie des scènes de ski. Et, Tu as un petit rôle aussi, et on n'en puis dira voilà. pas plus pour préserver Oui, le suspense. mais- J'ai mon petit rôle, mon premier rôle. Ouais. Tu t'en sors très bien. C'est gentil. Du coup, je te propose, on va finir de descendre un peu à 4 à 4 parce qu'on va être, On va être à la en bourre retard après. pour l'avant-première et puis on se retrouve là-bas. Ça marche, à tout de suite. C'est parti. Il joue un rôle dedans, il joue un rôle, pas un très grand rôle, mais il le fait très bien. Et il skie dans le film, il fait partie des skieurs du film. Moi, ça fait 20 ans que je skie à Cham, et donc avec Fanfan, il était évident qu'on allait prendre les skieurs d'ici. Donc Aurélien Ducrot, c'est un peu un incontournable, et puis voilà, il est sympa. Moi, il avait dessiné des skis chez Dynastar, et Aurélien Ducrot, je skiais avec ça avant qu'on fasse le film, tu vois. Donc voilà, c'est naturel, mais voilà, c'était les gens d'ici, Jonathan, tous les autres, Brice, Alex Pitin qui est dans le film, Julien Casagrande, enfin tous, quoi, les gens qui sont ici, quoi. J'habite dans un tout petit hameau qui s'appelle Lajoux. Et en fait, Serge était ami avec un de mes voisins. Et donc, c'est dans ce petit chalet à Lajoux qu'il a commencé à écrire le film. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Serge, via aussi Stéphane Dan, qui est le co-auteur du film, avec qui, pour le coup, j'ai fait beaucoup de montagnes, qui est guide ici, et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, avec qui je continue de faire beaucoup de montagnes et d'apprendre à ses côtés. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça, un peu dès les prémices du film, tu vois, dès l'écriture, où voilà, il y avait ça, et puis on a entendu, puis ils m'ont appelé le jour où ça démarrait, en me disant voilà, est-ce que tu peux venir et pour faire les doublures. Donc c'est marrant, c'est vraiment un film qui est né ici à Chamonix. J'étais très content qu'Aurélien Ducrot joue. À un moment, il y a une scène où le guide est avec un client, donc un mec qui skie pas très bien. Et j'étais très content que ce soit Aurélien Ducrot qui joue le mec qui skie pas très bien. Il le fait très très bien. C'est l'heure de terminer cette émission en compagnie d'Aurélien. Alors merci de nous avoir reçus chez toi sur tes terres chamonniardes. C'est bien. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'étendue des talents de notre ancien skieur aujourd'hui retraité. Donc si on veut avoir de tes nouvelles, c'est Chamline à Chamline partir qui de va quand attaquer, je sais pas, là, bientôt. dans les... Dans les 15 prochains... Et on les trouve où d'ailleurs les là, épisodes début janvier. On les trouve où? On les trouve sur Internet. Sur internet, Voilà, l'ordinateur. Ducrot, Chamline, Ok. Facebook. Et il y Facile. aura tout dessus. À Easy. partir de début janvier Ok, 2018. ça marche. Et donc au cinéma, dans Tout là-haut, Et au cinéma, dans tout là-haut, à dans un partir rôle d'anthologie. de maintenant. Voilà, dans un rôle d'anthologie. Un bon film de montagne, hein. Voilà. Vous pouvez y aller Et puis sans j'espère problème. que je vais te emmener naviguer et tu seras puis, au départ de la puis route du Rhum. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, au cœur de l'extrême, évidemment.